Oui, bonjour à tous et à toutes. Dimanche 26 septembre. Donc, on est en plein milieu de la diffusion de la série Une affaire française, bon, moi je le vois 2 jours avant la France en Belgique. C'est une véritable catastrophe au niveau de... Pour qui ne connaît pas l'affaire, c'est une catastrophe en fait, parce qu'il y a plein d'erreurs. On voit Christine qui surveille son enfant par la fenêtre alors que les volets sont fermés, elle ne le surveillait pas. On voit qu'elle va voir qu'est-ce qui se passe à Grégory alors, après l'appel de Michel, alors que Michel appelle une demi-heure plus tard, et c'est pas à cause de son appel qu'elle va voir qu'est-ce qui se passe à Grégory. On voit Jean-Marie Villemain qui travaille dans une scierie de bois, alors qu'il travaille dans une usine de fabrication de fauteuils de voiture. Enfin bref, c'est une fiction qui s'inspire de l'affaire Grégory, mais a plein d'erreurs. Donc bon. Ceci étant dit, ça me permet de revenir sur l'affaire. J'en suis à ma sixième ou septième vidéo. Si vous voulez entendre les anciens, ben, c'est dans la playlist dont vous verrez le lien dans la description. Vous pourrez entendre des audios qui s'étalent de 2018 à... Le dernier était en mars 2021, je pense. Donc il y a déjà plus ou moins ouais, un petit 6 mois. Donc au fur et à mesure de mes recherches, ben, je peaufine, j'ajuste les choses, etc. Alors, moi je vais pas du tout répéter ce que j'ai déjà dit, ça sert à rien, il suffit d'écouter les archives. Par contre, je voudrais insister sur certains éléments dont on parle très peu dans tous les documentaires, les enquêtes, encore moins dans la série évidemment, et qui sont très importants. Parce que je trouve que c'est dans la genèse de cette affaire qu'on peut comprendre comment on en est arrivé là. Alors, plusieurs choses que je voudrais dire. La première, et je m'en tiens à des raisonnements de plus en plus simples, parce que je pense que c'est dans la simplicité qu'on comprend les choses complexes. La personne, la personne qui a tué le petit Grégory est quelqu'un qui s'est exposé 4 fois à des témoins. Donc, prise de risque énorme. Première fois, enfin, je ne dis pas dans l'ordre, mais je dis les 4 points. Première fois, s'exposer à la poste pour poster la lettre. Deuxième fois, euh, monter au pavillon, en plein jour, devant tout le monde. Troisième fois, à Dossel pour jeter le petit à l'eau. Quatrième fois, à une cabine téléphonique pour appeler Michel à 17h32. Donc, je ne dis pas que tout ceci est vrai, que tout ceci s'est passé, je dis c'est la version officielle. Ça veut dire en fait que la personne qui a tué le petit Grégory s'est exposée 4 fois en une demi-heure. 4 fois en une demi-heure. La poste, le pavillon, euh, la Vologne à Dossel et la cabine téléphonique. Donc 4 fois, la personne qui a fait ce meurtre prend le risque que quelqu'un le voie à la poste, à la cabine, le long du fleuve ou au pavillon. C'est très important de se rappeler de ça. 4 fois en une demi-heure. On est d'accord. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est je voudrais quand même un minimum parler, insister sur l'histoire de Christine. Christine était une jeune fille qui, à 15-16 ans, est tombée amoureuse d'un certain Bruno Magron, auquel elle était très attachée. Elle a subi un avortement parce que lui ne voulait pas d'enfant, ce qui a causé leur séparation. Une fois avec Jean-Marie, qui, on peut le dire, je m'excuse, je ne veux blesser personne, mais on est dans une enquête policière, on n'est pas là pour caresser les égaux dans le sens du poil. Jean-Marie était une sorte de second choix. C'est-à-dire que le grand amour, d'ailleurs elle l'a revu quand Jean-Marie était au service militaire, le grand amour de Christine, c'est Bruno Magron, qui lui n'a pas voulu d'enfant. Et Jean-Marie était un choix de consolation, on va dire. Ça, il faut le dire, c'est important. C'est important. Puis, c'est pas anodin, je m'excuse, surtout dans les années 80, après la naissance de Grégory, Christine Villemin refait un avortement. Pour des raisons, je ne sais pas lesquelles c'est.
Je m'excuse, même aujourd'hui, et encore plus hier, un avortement n'est pas un acte anodin, surtout à la campagne, dans ces milieux-là. C'est pas, on n'est pas chez les hippies des villes qui avortent à tour de bras. On est quand même dans un contexte très traditionnel, avec beaucoup de candidatons, où ça parle, ça commère, c'est pas n'importe quoi. Et donc, en fait, quelque part, on a une femme qui a avorté 2 fois, qui a été très amoureuse d'un homme avec qui ça ne s'est pas concrétisé parce qu'il ne voulait pas d'enfant. Je trouve que ce n'est pas anodin. Je trouve que ce n'est pas anodin, c'est des éléments à prendre en compte. De plus, je voudrais aussi rajouter ceci pour compléter à la réflexion. Si on adhère à la thèse Bernard Laroche, et quelque chose que tout le monde doit savoir, Bernard Laroche, c'est la première fois qu'il allait chercher Muriel à l'école. Si il est allé la chercher à l'école. Nous sommes d'accord, je dis bien si. C'était la première fois. Ce n'était pas une habitude du tout. Donc ça veut dire qu'il est venu la chercher exceptionnellement. Exceptionnellement. Si c'est exceptionnel, c'est qu'il y a une raison exceptionnelle. On va me dire l'enlèvement du petit Grégory. Alors, le timing est important. Bernard attend Muriel à la sortie de l'école à 17h. Elle est à l'autre bout de l'école, on estime qu'elle met 5 à 10 minutes pour arriver à la sortie. Ça nous mène à 17h10. 17h10, tu pars tambour battant vers l'Épange, tu t'arrêtes à la poste avant ou après, tu dois poster une lettre, puis tu parques ta voiture en bas de la rue des Champs, et tu descends de voiture et à travers Champs, tu montes jusqu'au pavillon pour peut-être trouver Grégory qui joue sur le tas de cailloux. De là, tu dois redescendre avec Grégory à la voiture. Tu dois lui injecter de l'insuline, tout en roulant, parce que le temps presse. Tu dois l'injecter de l'insuline et tu dois confectionner et avoir préparé des cordes pour l'entraver les mains et les pieds. Puis, tu dois le jeter à l'eau pour qu'il se retrouve sous le pont de Docelles à 17h30, comme Madame Guyot le dit, avoir vu un sac poubelle bleu qui sera corroboré par les premiers pompiers qui vont arriver à Docelles vers 21h, qui vont voir ce qu'ils jugent être effectivement un sac poubelle bleu avant de le retourner et de réaliser que c'est un petit enfant. Donc ce sac bleu que Madame Guyot a vu était en fait Grégory, avec l'anorak gonflé par l'eau. On ne voyait pas sa tête et on pensait que c'était un sac poubelle. Ce qui signifie que le petit Grégory est à 17h30 sous le pont de Docelles et que le petit Grégory était à 17h chez la nourrice à l'Épanche. Ça veut dire qu'en 30 minutes, il faut que tout se passe. Tout. L'enlèvement, l'insuline, les cordes, jeter le corps à l'eau, le corps descend la Vologne pour arriver sous le pont de Docelles à 17h30. Ça va drôlement vite, hein. Ça va drôlement vite. Donc voilà les éléments. Les éléments. Je répète, parce que souvent les gens, après, ils répètent des questions comme si je n'avais pas répondu. 4 fois le coupable, les ou la coupable, prend le risque d'être vu. La poste, pavillon, Docelles, cabine téléphonique. Le corps est déjà dans l'eau, bloqué sous le pont de Docelles, à 17h30. Et à 17h, il quitte chez la nounou avec sa mère. Donc en 30 minutes, tout se passe. Tout se passe. Bernard ne venait jamais chercher Muriel, est venu la chercher exceptionnellement. Et s'il vient la chercher exceptionnellement, et qu'il a déjà préparé de la corde et de l'insuline, c'est qu'il a l'assurance que ce coup va réussir. Il sait qu'on va lui remettre l'enfant. Il le sait. Donc, il va poster la lettre, il prépare les cordes, il prépare l'insuline, il va chercher Muriel, parce qu'il a l'assurance d'avoir le petit entre les mains. Sinon, on ne fait pas tous ces préparatifs si on n'est pas sûr. On ne se balade pas en voiture avec de l'insuline et des cordes
et on va par hasard chercher Muriel le bonjour quand Grégory est dehors, alors qu'il vient d'être malade depuis 15 jours et que rien ne dit qu'il sera dehors ce jour-là, surtout qu'il sort de maladie, etc., et qu'il était à Bruyères et compagnie. Donc, à un moment donné, il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, il n'y a pas 36 000 solutions. Le petit Grégory était à 17h30 à Docel. La mère a été le chercher à 17h chez la nourrice. Si Bernard et Muriel sont dans le coup, ils avaient l'assurance qu'on va leur remettre l'enfant. Donc, mathématiquement, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit la mère a agi seule pour un mobile que je ne connais pas, dont elle a eu un non-lieu, donc on prend acte. Soit Bernard agit en complicité avec la mère, puisqu'il a l'assurance qu'elle va lui remettre. Sinon, il ne fait pas tous ses préparatifs, chercher Muriel exceptionnellement, pour venir au hasard voir si le petit sera là. Je rappelle qu'il s'arrête en bas de la rue. Il doit monter tout le champ pour voir si l'enfant est là. Donc c'est vraiment... c'est fantasque de demander de croire ça. Qu'il est venu au hasard, au risque d'être vu. Je rappelle qu'à tout moment, la mère sort de chez elle. Bernard, qu'est-ce que tu fais là Et alors qu'il avait le petit... C'est loufoque de dire « Ah, il aurait dit qu'il est venu chercher Grégory pour jouer avec Sébastien. » On ne vient pas chercher un enfant dans le dos de sa mère et on part avec. À tout moment, quand il rebroussait chemin avec le petit, la mère pouvait sortir. « Bernard, qu'est-ce que tu fais avec mon petit ?» Et c'était la catastrophe. Donc à un moment donné, il faut réfléchir avec logique, avec les horaires, avec les témoignages, avec un minimum de cohérence. Un minimum de cohérence. Tout se passe en une demi-heure. Tout. Et une demi-heure, quand on sait qu'il y a des trajets en voiture, qu'il faut entraver le petit avec des cordes, qui doit dévaler la Vologne pour atterrir à Docel, c'est très très court, 30 minutes. Très très court. Donc je voulais que vous ayez ces éléments-là, parce qu'on n'en parle pas assez. La jeunesse de Christine, le timing, le témoignage de Madame Guyot et des pompiers, tout ceci est très important. Je vous renvoie d'ailleurs, quand même, pour avoir les détails que je n'ai pas le temps ici de développer, je vous renvoie à la chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, il faut que je vérifie, Radio YouTube. Hein. Radio YouTube, vraiment, il faut écouter ça attentivement. Je vous mettrai aussi le lien en dessous. Ils ont interrogé les pompiers, ils ont interrogé Mme Guyot. Ils parlent de Bruno Magron. On dit que c'est pas important, moi je pense que c'est important. C'est quand même un grand amour, un premier amour. Il y a eu un avortement, c'est pas du tout une petite relation, c'est pas un flirt d'été, c'est une grande histoire. D'ailleurs, le fait est qu'elle l'a revu pendant le service militaire de Jean-Marie. Donc c'est pas du tout quelque chose à traiter sur un coin de table, comme ça, ouais, bof. Non. Dans ces endroits-là, une jeune fille est femme très vite, à 16 ans, elle est mariable, etc. C'est pas du tout le même fonctionnement qu'en ville, où c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans ces milieux ouvriers pauvres du quart-monde, les choses, on n'a pas le temps de s'y flotter et de jouer à la marelle. On est vite à marier, on tombe vite amoureuse, et voilà, donc c'est important tout ça, c'est important. Après, voilà, si on dit que je dis des choses fausses, il faut l'écrire dans les commentaires, il faut me le prouver. Moi, c'est les éléments que j'ai en ma possession. Les témoignages de Mme Guyot, corroborés par les pompiers, donc le petit sur le ventre, le dos vers le haut, avec son anorak bleu qui était gonflé par l'eau et qui laissait penser, vu d'en haut, que c'était un sac poubelle bleu. Car à cette époque-là, les sacs poubelles étaient bleus, pas noirs. Donc les gens se sont simplement dit « Ah, ben quelqu'un a acheté son sac poubelle dans l'eau. » Et le petit est resté là pendant 3 heures, sous le pont de Docel, apparemment, avant que un pompier vienne retourner et se rendre compte que c'était le petit. Donc le petit, en fait, a été jeté très très vite, très 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 vite, et le responsable a pris des risques inouïs de s'exposer à la poste, de s'exposer à la cabine téléphonique,
de s'exposer au pavillon, de s'exposer aux alentours de Docelles pour jeter le corps. Ce n'est pas anodin, c'est très important. Voilà, donc je voulais juste rajouter ça, parce que le reste, j'en ai déjà parlé dans les audios précédents. C'est vrai que, bon, par le passé, je me posais plein de questions, mais à un moment donné, on est dans un entonnoir, c'est-à-dire que les choses se resserrent et il n'y a pas 30 000 solutions. Il n'y a pas 10 000 possibilités. À un moment donné, les gens se perdent dans les détails. Oui, mais la fermière avec les vaches, est-ce qu'elle a vu une voiture? Oui, mais non, elle était avec son amant, donc elle ne pouvait pas dire. On se perd dans les détails. La réalité, c'est les horaires et le fait de s'exposer 4 fois. 4 fois, si on part du principe que le responsable vient au pavillon. Ah oui, si on part du principe que Michel a reçu le coup de téléphone. Vrai, pas vrai, je ne sais pas. Tout le monde le prend pour acquis. La lettre, ben, si tout le monde pense que cette lettre a été postée à ce moment-là, et que ce n'était pas une enveloppe vide dans laquelle on a rajouté une lettre après, par exemple, ben, il faut s'exposer pour aller à la poste. Et à nouveau, on a les 4 filles de la poste, voilà, c'était 4 méchantes, 4 folles, comme les 8 graphologues de la Cour de cassation qui ont pété un câble et qui ont tous parlé de Christine. Moi, je veux bien, mais c'est un peu facile hein, de rejeter d'un revers de la main 4 témoignages de collègues de boulot et 8 graphologues affectés à la Cour de cassation. C'est quand même assez incroyable. Donc ça pose de problème à personne. Moi, je trouve que ça doit être pris en compte. C'est pas des conclusions, c'est pas des convictions, c'est des éléments à prendre en compte. Parce que tout simplement, Christine peut très bien avoir été le lundi mettre une lettre pour ses commandes de 3 Suisses ou je sais pas quoi, et avoir été aussi le lendemain. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Et on se perd dans des détails. Oui, mais l'angle de vision de sa collègue rend impossible qu'elle ait vu. Et on est là à chipoter. À un moment donné, il faut quand même être un minimum dans les grandes lignes, parce que sinon, on s'y perd. Et je juge que dans cette histoire, l'histoire, le passé de Christine, ça joue un rôle. C'est pas anodin, premier amour. C'est pas anodin, 2 avortements. C'est pas anodin, surtout à cette époque-là. On n'est pas à l'abri d'une espèce de choc post-traumatique. Moi, je ne suis pas une femme, je n'ai pas vécu d'avortement, mais j'ai quand même entendu des témoignages. Il y a certaines femmes pour qui ça a été une épreuve très très dure. Parce qu'après, elles se posent plein de questions, la culpabilisation, la douleur, plein de choses, plein de choses. Et ça, on n'en parle pas, comme si c'est banal, ouais, à la campagne, 2 avortements, un grand amour qu'elle a revu pendant le service militaire de Jean-Marie, oui, alors. Non, non, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre d'une enquête, de la psychologie des personnages. Il n'y a pas que les horaires, les lettres et les témoignages, il y a aussi les gens. Qui est Jean-Marie? Qui est Christine? Est-ce qu'on a fait une étude psychologique sur l'enfance de Marie-Ange Laroche? On n'en parle pas. Est-ce que quelqu'un, j'ai entendu ça nulle part, ça me rend fou, est-ce que quelqu'un trouve normal que Bernard Laroche se retrouve tous les soirs avec Muriel Boll chez lui tout seul, pendant que sa femme est au boulot, alors qu'ils sont en froid et qu'ils dorment sur le canapé? Tout le monde pense que c'est banal, que ça ne prête pas à des questions, à des questionnements. Pourquoi Muriel dort là-bas? Elle est en pleine puberté, avec un homme qui travaille de jour et dort la nuit, et avec sa femme qui n'est pas là, avec qui il est en froid et il travaille la nuit. C'est quelque chose d'important. Ça peut jouer sur les raisons pour lesquelles Muriel ment. Elle dit pas tout, elle dit oui puis non, elle cache quoi, peut-être d'autres choses. C'est des choses qu'il faut prendre dans le questionnement. C'est important. Et tout ça, on balaye. L'ex-amour de Christine, Muriel qui dort toute seule chez Bernard, Marie-Ange Laroche qui se remarie à son cousin, qui va se pendre en 95. Tout ça, c'est balayé, c'est rien. Ah ben oui, on se pend tous les jours hein, à Monzet. C'est banal de se pendre. Ah mais oui, 2 avortements, c'est très courant. Tout le monde avorte à l'Épange et à Monzet. Ah, et on doit dire amen, quoi. On doit se fier à des radotages de Louisette qui n'a pas toute sa tête, qui dit blanc, qui dit noir. Ça, on prend ça au sérieux. Enfin, moi, je suis un peu déçu parfois par les gens qui ne s'attardent pas sur l'humain et qui se perdent dans des détails, et les jumelles,
et qui a pu observer, et le foulage. Le foulage, ça veut rien dire, le foulage. Un bloc, ça se prête, un bloc, ça se vole. C'est pas... n'importe quelle visite peut utiliser le bloc là pour écrire. Tu peux avoir Bernard qui a écrit une lettre chez quelqu'un, et puis qui est parti avec la lettre, et il a laissé le bloc chez la personne. Tout est possible, c'est des trucs très aléatoires, tout ça. Moi, je me concentre sur des choses fixes. Les horaires, qui était où, le risque de se faire voir 4 fois, etc., etc. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Le reste, il y a un cafetier à Dossel qui a fait un portrait robot. Ça ressemble à Bernard, ça ressemble à Marcel Jacob, mais il les a pas reconnus, il dit pas que c'est eux. J'ai jamais entendu que le cafetier a dit « Ah oui, j'ai vu Bernard à la télé, c'est lui qui était dans mon café. » Ou Marcel Jacob. Il dit pas ça. On n'en parle plus. On te parle du portrait robot, puis on ne te parle plus de qu'est-ce que le gars il dit par rapport à Marcel Jacob et à Bernard Laroche. On n'entend plus parler. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur des choses pivots, des choses importantes. Et pas se perdre dans les détails, parce que sinon, mais peut-être que si, mais Michel, le divan, il était jaloux, et Jackie se sentait le bâtard. On va tourner en rond. On va tourner en rond. À un moment donné, quelqu'un a pris cet enfant, soit dans la bagnole après la nourrice, soit au pavillon, en plein jour, avec la fermière qui pouvait débarquer avec ses vaches d'un moment à l'autre et être vue par tout le monde. Ça, c'est la réalité. Ça, ce sont des faits concrets. Le reste, ce sont des racontards, des calomnies. C'est une chose de crever des pneus, c'en est une autre de mettre le feu à une baraque, et c'en est encore une autre de tuer un enfant. Dans les disputes, il y a des variantes de gravité, et c'est pas toujours parce qu'on est en froid avec quelqu'un, quand on dit « t'es un chef », machin, qu'on va tuer son fils. Je m'excuse, si on devait tous tuer les enfants des gens avec qui on a eu des escarmouches verbales ou même physiques, à ce moment-là, il y aurait beaucoup d'enfants qui seraient tués. Et pas accidentellement. Ici, le corbeau, enfin, pas le corbeau, le tueur, il veut bien montrer que c'est lui. Il téléphone, il envoie une lettre, il met des cordes, il veut bien montrer, c'est pas un accident, il veut bien démontrer ça. Donc il faut aussi se demander qui a intérêt d'insister que c'est le corbeau le responsable. Qui a intérêt? Parce que le corbeau, on veut clairement dire c'est lié au corbeau. Il y a l'appel chez Michel, il y a la lettre, il y a les cordes. Donc c'est un corbeau. Quelqu'un veut dire attardez-vous sur le corbeau, c'est lui qui l'a fait. À qui profite le fait de souligner ça? Si moi je suis un corbeau tueur et je veux juste me débarrasser d'un enfant ou de je sais pas quoi, je fais mon acte de mal en laissant le moins de preuves possible derrière moi et en prenant le moins de risques possible, en ne m'exposant pas. Je ne vais pas écrire une lettre, prendre le risque que mon écriture est reconnue, aller à la poste, mettre la lettre et risquer qu'on me voit la poster, et puis aller dans un pavillon en plein jour et risquer de croiser des voisins quand je prends l'enfant, et puis risquer de jeter l'enfant à Dossel et risquer qu'on me voit le jeter, et puis de prendre le risque de téléphoner à Michel pour qu'il sache ça et qu'éventuellement on me voit téléphoner. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est tout. Je ne peux pas dire autrement. Bon, je vous laisse ici. Faites attention avec la série. Beaucoup de choses fausses. Très mauvais casting des acteurs. Pour moi, c'est très mauvais, mais bon, bref, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. On ne s'attarde pas sur les points importants. On ment sur les points connus. Ou on déforme, en tout cas. Malheureusement, le public va retenir ça. Parce que peu de gens creusent l'affaire. Donc, malheureusement, ça ne va pas faire avancer les choses. À très bientôt.